Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Mon nom est Mathieu Dugal. Je remercie d'emblée Ivado ainsi que nos trois panélistes de nous permettre de réfléchir cet après-midi autour de nombreux concepts assez stimulants qui touchent des enjeux qui s'annoncent, on va le dire, le capitaux pour notre futur. On l'a dit, ça va être des enjeux qui touchent autant la santé que les populations vulnérables, que l'accès à des denrées alimentaires, la traçabilité des denrées alimentaires, avec en toile de fond la notion de multidisciplinarité, qui, on le sait, devient de plus en plus essentielle dans un paquet de domaines pour réaliser des objectifs. Avant d'aller plus loin, peut-être un petit rappel du panorama dans lequel s'inscrit ces notions-là de multidisciplinarité, voilà, avec une référence à un professeur, un chercheur de l'Université de Sherbrooke, Alain Letourneau, qui plaçait la multidisciplinarité dans un ensemble où on avait d'une part donc la monodisciplinarité, qui est le niveau le plus bas, la multidisciplinarité qui est ce niveau aussi appelé pluridisciplinarité, qui consiste en la mise en ensemble d'une pluralité de disciplines qui contribuent chacune à la compréhension de l'objet. On a un peu plus haut l'interdisciplinarité, qui est la situation où les disciplines collaborent, il y a un échange entre des méthodes et des résultats entre elles. Encore plus imbriqué, plus intriqué, on retrouve la transdisciplinarité, qui est caractérisée comme une ouverture à tout ce qui est au-delà qui existe entre ces disciplines, donc à propos d'un objet donné et par un concept de la pluralité de niveaux de réalité. Donc, on va s'en tenir à la multidisciplinarité aujourd'hui avec trois panélistes que je remercie pour leur temps parce que je sais que ce sont des chercheuses et des chercheurs qui sont extrêmement occupés. On va entendre cet après-midi Élie Boissy du CHUM, Joanne de Zegler de PEMPEM et Samira Kaou du Mila. Alors, à tour de rôle, j'aimerais dans un premier temps que ces trois chercheurs nous présentent ce en quoi consiste la recherche pour laquelle ils sont venus nous parler cet après-midi. Et tiens, j'ai le goût de demander à Élie de briser la glace parmi ces chercheurs cet après-midi. Élie, bienvenue. Merci d'être avec nous. Et donc, je vous laisse expliquer qu'est-ce que vous êtes venu présenter cet après-midi. Merci beaucoup Mathieu, puis merci au comité organisateur pour l'invitation. C'est un grand plaisir de faire partie de ce panel. Au sein du labo, on s'intéresse à l'application de l'intelligence artificielle et des objets connectés dans le but d'améliorer la prise en charge de patients atteints de conditions neurologiques et psychiatriques. On s'intéresse particulièrement à l'épilepsie et on explore, la prédiction des crises d'épilepsie à partir d'électrodes implantées dans le cerveau qui enregistrent l'activité électrique cérébrale, donc l'électroencéphalographie. 2, la détection des crises d'épilepsie à partir d'objets connectés non invasifs, comme par exemple le chandail connecté Exoskin de la compagnie Carré Technologies ici à Montréal. On applique également les techniques d'intelligence artificielle sur des signaux d'électroencéphalographie de surface, donc mesurés avec des électrodes collées sur le cuir chevelu, ou en anglais scalp, dans le but d'améliorer et d'accélérer le diagnostic d'épilepsie, de dépression et d'anxiété. Merci beaucoup, Élie. Dans un deuxième temps, et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler que vous pouvez poser des questions dans la fenêtre de chat prévue à cet effet et on me les relaiera et je pourrai les poser soit à la fin, on aura peut-être une période de questions de 10 minutes. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'il se peut que s'il y a beaucoup de questions durant la discussion, que je les intègre à la discussion. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même au début donc, de cette conférence, cette discussion, n'hésitez pas à les envoyer tout de suite parce qu'il se pourrait que ça puisse faire des bonnes relances. Donc, on fonctionnera de manière hybride. Donc, merci beaucoup. Merci, Élie. On va passer maintenant à Joanne de Zeger de PEMPEM. Qu'est-ce que vous venez nous présenter? Expliquez-nous ce sur quoi vous travaillez en lien avec l'huile de palme, Joanne. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation aussi. Le projet que moi je vais vous présenter aujourd'hui est en tant que PDG de la compagnie PEMPEM. Je suis aussi rechercheuse, mais aussi j'ai démarré la compagnie PEMPEM en conséquence de ma recherche de doctorat en 2018. Donc ça fait un bon bout de temps. Puis là, on a vraiment mis en œuvre
les recherches que j'avais faites, puis on a essayé de transformer ça dans un impact vraiment sur le sol indonésien. Donc, PemPem est une compagnie qui développe du logiciel pour le financement et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement des micro-entreprises dans les pays en voie de développement émergents. Et en premier lieu, on se focalise en effet sur les petits producteurs d'huile de palme en Indonésie. À travers le logiciel, on peut, donc, comme je disais, fournir du financement et optimiser les chaînes d'approvisionnement, mais aussi on peut développer les données de traçabilité sur une chaîne d'approvisionnement qui est typiquement extrêmement opaque, pas difficile à avoir la transparence là-dedans. Donc, à travers les données qu'on développe en conséquence du logiciel qu'on apporte aux petits producteurs, on arrive aussi à avoir la transparence. Donc, voilà. Merci beaucoup, Joanne. On va terminer ce premier tour de table avec Samira Kaou du MILA. Samira comprend bien le français, mais elle s'exprimera en anglais. Alors, Samira, bienvenue parmi nous. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans cette discussion. J'aimerais que vous nous présentiez ce sur quoi vous travaillez. Il est question de satellites, il est question de nuées d'insectes. C'est à la fois très micro et très macro, ce sur quoi vous travaillez. Alors, expliquez-nous votre projet. Oui, merci Mathieu. Yes, thank you, Matthew. Yeah, so thanks for the invitation. Merci pour l'invitation. I think the project that I'm going Je to crois que le talk about projet today dont je vais parler aujourd'hui est à propos works I had where we du travail que j'avais en ce qui a trait à nous avons colligé des données que nous avions sur on the weather and we combine some weather la data météo and et data from des données organization. sur des organisations alimentaires pour prédire North Africa. les attaques dans le nord de l'Afrique des nuées d'insectes. Et In general, I'm interested in en général, je applications suis of intéressé AI aux in applications agriculture. de l'intelligence artificielle dans l'agriculture. It depends like Alors, cela dépend de the task, but ce que serait la tâche, mais pour ce projet, nous utilisons principalement des données que nous avons. Le but était de prédire, d'informer les fermiers sur les récoltes un mois à l'avance. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, Samira. On va maintenant y aller par étapes. J'aimerais, on va en venir là, à la multidisciplinarité dans cette discussion-là, mais j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi est-ce que l'intelligence artificielle vous permet d'apporter des solutions dans vos domaines respectifs qui étaient jusqu'ici peut-être plus difficiles, peut-être impossibles à mettre en place. Peut-être retourner avec vous, Élie. Expliquez-nous en quoi, qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient jouer dans votre programme précis? Exactement. En effet, la technologie puis l'intelligence artificielle va nous permettre d'explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles avenues de traitement, par exemple pour les patients atteints d'épilepsie réfractaire. En d'autres termes, les patients qui ne répondent pas aux médicaments, comme par exemple dans le contexte où on explore la possibilité de prédire les crises d'épilepsie, dont le but est de pouvoir développer un algorithme qui est capable d'afficher la probabilité de survenue de crise de façon continue, puis un peu comme les prévisions météo. Donc, si la probabilité de pluie est élevée, on décide d'amener notre parapluie. Si la probabilité de crise est élevée, donc un patient décidera de prendre une journée de congé, de se mettre à l'abri ou de prendre une substance anticonvulsive à effet rapide. Un autre exemple, dans le cadre de détection des crises d'épilepsie avec les objets connectés non invasifs, ça va permettre une intervention rapide auprès des patients, réduisant ainsi les risques de blessures, de mortalité reliés aux crises. Puis, le troisième projet dont j'ai parlé aujourd'hui, donc l'identification automatique des EEG de routine de patients atteints d'épilepsie dans le but donc d'un diagnostic, ça va permettre de développer un outil quantitatif donc qui va accélérer le diagnostic, complémenter le diagnostic, etc. Puis l'impact serait non seulement important dans des hôpitaux, dans des grands hôpitaux tertiaires, comme par exemple au CHU, mais aussi pour ceux dans des régions éloignées ou des pays pauvres en ressources ayant un accès limité, par exemple, à un neurologue spécialisé en EEG. Donc, par exemple, le modèle ou l'algorithme... Juste parenthèse, Élie, simplement pour préciser ce que vous avez mentionné avant d'aller plus loin, vous avez dit l'identification
de... Des EEG, oui, ça, je crois que je suis allé très je vite. pense qu'il faudrait le définir, Le ça, définir, exactement. pour les Donc, béotiens qui nous écoutent. excellent. Donc, c'est l'activité électrique cérébrale. Donc, c'est un test standard qui est fait en clinique comme premier outil lors d'un diagnostic d'épilepsie. Donc, on va mettre des électrodes sur le cuir chevelu, sur le scalp collé, qui vont enregistrer l'activité électrique cérébrale. Puis après, l'approche traditionnelle, c'est d'évaluer visuellement cet électroencéphalogramme pour voir si le patient est atteint d'épilepsie. Donc, l'objectif, c'est de développer un outil qui est quantitatif, donc qui peut, en utilisant des techniques d'intelligence artificielle, faire une sorte de diagnostic automatique. Un peu peut-être, c'est plus commun maintenant pour les ECG, donc l'activité électrique cardiaque. Quand on fait un ECG, on a un rapport automatique qui va nous dire, ben, voici la fréquence cardiaque, est-ce qu'il y a des anomalies ou pas, etc. Donc, on essaie de répliquer la même chose pour l'EEG, donc l'électroencéphalogramme, mais l'activité électrique cérébrale, mais c'est un ciel qui est plus complexe. C'est pour ça qu'on explore des techniques un peu plus sophistiquées. Dites-nous, avant qu'on passe à un autre panéliste, est-ce que vous nous dites que c'est plus complexe, c'est-à-dire que j'imagine que l'ensemble des signaux que vos algorithmes ont à traiter est plus grand. Est-ce qu'à ce jour, ça permet quand même d'avoir un niveau de prédictibilité qui est suffisant? Qu'en est-il justement de la capacité à prédire que vous avez obtenue jusqu'ici avec vos algorithmes? C'est une bonne question. Pour ce projet en particulier, c'est un projet qu'on a récemment lancé. Donc, dès l'obtention de mon poste, ça fait presque un an et demi. Donc, les résultats sont préliminaires, mais on aurait des résultats prometteurs par rapport à la possibilité d'utiliser donc l'analyse quantitative de l'EEG de routine pour améliorer le diagnostic d'épilepsie. Est-ce que ça peut servir sur un patient qui est chez lui ou il faut absolument que le patient soit bardé, disons, d'appareils sophistiqués? Vous semblez dire que pour les gens qui sont en région, ça permet d'avoir accès à des meilleurs diagnostics. Donc, j'imagine que ça permet aussi de juguler les problèmes qui viennent avec le fait qu'on est loin des hôpitaux universitaires, qu'on est loin des grands centres. Exactement. En fait, pour ce troisième projet en particulier, c'est plus dans un contexte de diagnostic hospitalier. Donc, les hôpitaux loin, généralement, ils ont un accès limité à des épileptologues avec une formation assez pointue en EEG, en électroencéphalographie, donc dans des pays qui ont pas ce genre de ressources. Donc, la possibilité de développer un algorithme qui est capable donc d'aider à cet égard pourrait aider là-dessus. Donc, on pourrait éventuellement avoir accès à un appareil, disons, relativement peu coûteux, peu invasif et être capable d'avoir un diagnostic, disons, acceptable. Oui, ou par exemple, de façon plus simple, donc les hôpitaux, ils ont généralement donc leur dispositif spécial spécifique pour faire des acquisitions de signaux d'électroencéphalographie EEG. Puis l'idée future un peu de ça, c'est que si on peut avoir une sorte d'application web en ligne où un médecin peut télécharger un fichier EEG, donc électroencéphalographie, et obtenir une sorte de rapport et diagnostic, un peu comme nous l'avons présentement pour les ECG, par exemple. Ah, c'est intéressant, ça, vraiment assez porteur comme promesse pour des gens qui, on va le dire, et avant de passer à quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qui aujourd'hui, justement, en fait, qu'est-ce que l'absence de ces algorithmes-là aujourd'hui dans la vie des gens qui ont à vivre avec l'épilepsie a comme conséquence? Donc, présentement, est-ce qu'on parle du projet d'identification automatique ou de diagnostic ou des autres projets aussi pour la détection et la prédiction? Celui dont vous venez de parler précisément. OK, celui dont on vient de parler précisément. Donc, cela peut aboutir, vu que le G, c'est assez limité dans le temps. Comme généralement, les patients vont venir au laboratoire d'électrophysiologie pour un EEG de 30 minutes seulement. Donc, parfois, on peut faire un mauvais diagnostic, par exemple, ou on peut manquer de l'information, car l'approche actuelle se base sur l'identification des pointes interitales. Puis parfois, donc, on peut manquer des Qu'est-ce que vous voulez pointes. dire par là? Les pointes, c'est des anomalies épileptiformes qui vont apparaître chez les patients atteints d'épilepsie.
mais en période de non-crise. Donc, des périodes, on appelle des phases interitales, donc des phases où on n'a pas une crise d'épilepsie. Puis, en fait, notre espoir, c'est que en utilisant des méthodes quantitatives, en appliquant ces méthodes de l'intelligence artificielle sur les EEG, on va pouvoir faire un diagnostic en l'absence de ces biomarqueurs-là, donc de ces pointes épiléptiformes. Vraiment fascinant. Merci beaucoup, Ali. On reviendra à la question de la multidisciplinarité dans quelques minutes avant de faire le tour avec le détail de ces projets qui sont vraiment fascinants, là, je vous le dis. Là, on va parler donc de ces nuées de criquets tout à l'heure. Et là, on va parler de la traçabilité d'une agriculture, de produits d'une agriculture qui se fait actuellement dans des zones et disons dans des endroits où on a de la difficulté à collecter des bonnes données, où on a de la difficulté aussi carrément à avoir de la manière, des appareils pour remplir ces données-là, ces fiches-là. Et c'est une partie donc du projet de PEMPEN. Joanne, expliquez-nous quel problème précis vous vouliez régler avec ce projet-là de traçabilité relié à l'huile de palme? Le problème qu'on essaie de résoudre, c'est entre la déforestation illégale. Ce qui est quand même un sacré problème, oui. C'est ça, c'est le troisième plus grand contributeur au gaz à effet de serre dans le monde si jamais les forêts tropicales du monde étaient un pays. Donc, ça, c'est pour finir où on veut s'en aller. Mais comme vous le disiez, fondamentalement, les régions où il y a des problèmes de déforestation tropicale sont des régions qui sont souvent organisées de façon assez informelle, qui ont des économies informelles. Donc, cela veut dire que le gouvernement ne sait pas nécessairement qui habite dans ces régions-là, qui est responsable de la déforestation. Et donc, on ne sait pas atteindre ces gens, changer leur comportement, changer les incentives qu'ils ont, etc. Donc, nous, l'approche qu'on a prise, c'est qu'on s'est dit, il faut d'abord qu'on développe une technologie qui offre de la valeur aux communautés dans les régions qui sont proches des forêts tropicales, qui leur apporte de la valeur à travers la technologie pour qu'après on est in touch avec eux de façon quotidienne, qu'on peut les atteindre, qu'on peut commencer à les formaliser, qu'on peut partager des rewards, des incentives avec eux, qu'on peut les mettre sur la carte et qu'on peut les tracer. Donc, voilà, nous, ce qu'on fait, la technologie PEMPEM, elle a cette perspective-là. Donc, ce qu'on fait, c'est on démocratise l'accès à l'information commerciale, par exemple, on optimise les transactions commerciales dans la chaîne d'approvisionnement des microproducteurs. Donc, vraiment, on parle de millions de petits producteurs. Pour l'instant, sur PEMPEM, on a 25 000 qui sont sur la plateforme. Et on leur permet aussi d'accéder, par exemple, des outils financiers. Et souvent, ces micro-entreprises ils habitent loin des villes et des succursales des banques. Donc, pour eux, c'est difficile d'avoir l'accès à du financement pour financer leurs opérations ou pour avoir des incentives pour changer leur comportement. Donc, en premier lieu, la technologie était assez simple, car le défi auquel on faisait face au début, c'est qu'il y avait vraiment un manque de données complet. Il n'y avait pas de données sur les prix auxquels les gens les transigeaient, c'était juste du bouche à oreille. Il n'y avait pas de données numérisées sur les transactions qu'il y avait, c'était juste du pen and paper, c'était feuille papier et crayon. Donc, en premier lieu, c'était vraiment de développer une technologie qui crée des outils de valeur ajoutée aux populations auprès des forêts tropicales afin de permettre la collecte de données à grande échelle. Donc, on voulait vraiment il y a beaucoup de technologies qui existent pour juste faire des espèces de surveying. Donc, on envoie comme une armée de gens qui vont aller collectionner les données dans les régions rurales près des forêts. Et nous, on se disait que c'est une approche qui ne scale pas. Donc voilà, on avait besoin de développer quelque chose qui faisait que les gens rentraient les données de façon naturelle parce que c'était en leur avantage. Et puis nous, comme byproduct, on a ces données-là aussi pour la traçabilité. Donc au début, c'était vraiment juste ça. C'est assez simple. Et puis là, on commence à collectionner beaucoup de données numérisées. Donc, ça nous permet de commencer à développer des modèles d'optimisation plus avancés pour pouvoir créer de la valeur pour ces micro-entreprises-là. Et donc, vraiment faire un fueling de cet engrenage-là où on commence à avoir plus de données, on peut améliorer la valeur ajoutée, on peut améliorer les données, donc on peut avoir plus de traçabilité, etc. On peut avoir des gens qui commencent à avoir des comptes en banque ou qui commencent à avoir les digital wallets, donc on peut commencer à leur envoyer des rewards s'ils changent leur comportement. Par exemple, nous tous ici, si on voudrait payer un peu plus pour l'huile de palme qu'on a dans nos produits, maintenant, PEMPEM, par exemple, permet de pouvoir donner
des rémunérations directement aux petits producteurs qui a 4 hectares de l'huile de palme qui rentrent dans la chaîne d'approvisionnement mondiaux. Avant d'aller plus loin, Joanne, j'aimerais quand même que vous précisiez, pour qu'on comprenne bien justement en quoi ce projet-là a un impact, disons, que vous observez sur la réduction de la coupe de la forêt tropicale. En quoi est-ce que ces données-là, ces algorithmes-là que vous mettez en place, ça a un effet sur le fait qu'au final, on coupe moins d'arbres? Qu'est-ce qui se passe pour que ça ait un impact? Oui, donc pour qu'on coupe moins d'arbres, il y en a besoin de 2 choses. Un, c'est qu'on a besoin d'augmenter la productivité de ces gens-là, parce qu'il y a une demande pour l'huile de palme qui continue à croître énormément. Donc, on prédit que la demande pour l'huile de palme va encore doubler d'ici 2050. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour beaucoup des commodités dans le monde, simplement parce qu'il y a plus de gens dans le monde et puis les gens deviennent plus riches, donc peuvent consommer plus. Donc, on voit qu'il y a plus de demandes, qu'il y a une demande croissante, donc il faut pouvoir satisfaire cette demande-là. Donc, il faut pouvoir augmenter la productivité sur les terres qui existent. Et l'endroit le plus efficace, le plus cost-effective, si on veut, de faire ça, c'est sur les fermes des petits producteurs, car eux, ils sont à peu près à un tiers de la productivité qu'ils peuvent atteindre. Donc, si on veut satisfaire la demande globale pour les commodités du monde, entre autres pour l'huile de palme, il faut pouvoir augmenter la productivité sur les terres des petits producteurs. Donc, nous, on travaille directement là-dessus en leur donnant du financement, en donnant accès à la meilleure information commerciale, des meilleurs acheteurs, etc. Ça, c'est une partie. L'autre partie, pour tous ceux qui sont des économistes environnementaux et qui connaissent donc le Jevons Paradox ou le Rebound Effect, il faut savoir que si on augmente... Pardon. D'ailleurs, je viens de voir un commentaire d'une personne qui dit qu'il serait peut-être bien de parler peut-être un peu plus fort, un peu plus lentement. Je sais qu'on a tous nos styles, là, puis c'est pas toujours facile. Plus fort et plus lentement. Mais c'est parce que vous avez mentionné le fameux Jevons Effect, puis ça serait important qu'on y revienne parce que c'est un effet qui revient souvent quand on parle de productivité. OK, super. Et ça, donc, je vois que vous le connaissez déjà. Oui. Okay, donc, on en parle beaucoup en techno aussi. Ouais. C'est ça. Et c'est entre autres, d'ailleurs, on parle de la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité. Donc, ce sont des termes et des concepts qu'on connaît en sciences environnementales, mais moins bien peut-être en recherche opérationnelle, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment comme un exemple de comment c'est important que les 2 sciences travaillent ensemble pour pouvoir améliorer la cause dans laquelle nous on est, par exemple, qui est de réduire la déforestation tropicale. Donc, ce que les gens savent dans les sciences environnementales, c'est que si on augmente la productivité des terres, souvent, ça va donner une raison d'aller déforester encore plus ou d'aller cultiver d'autres terres. Pourquoi? Parce que le retour sur la terre est maintenant plus élevé qu'avant. Donc, on a maintenant une raison d'aller justement déforester plus parce que la rentabilité est plus élevée qu'avant. Donc, on appelle ça, c'est un Jevons Paradox, mais ça a été étudié de façon empirique, je pense, dans d'autres commodités. Mais elle est très présente aussi en huile de palme. C'est aussi connu comme un rebound effect parce que c'est le rebound. On pense qu'on va augmenter la productivité, donc on va réduire la demande sur les terres, mais en fait, en augmentant la productivité, souvent, ça donne un incentive humain de vouloir développer plus de terres parce qu'on voit qu'il y a un retour à la terre qui est plus élevé, un retour économique à la terre qui est plus élevé. Ouais. Donc, c'est pour ça que, oui, d'un côté, on a besoin d'augmenter la productivité sur les terres pour pouvoir satisfaire la demande, mais d'un autre côté, il faut aussi justement avoir un outil pour qu'il n'y ait pas cet effet-là. Donc, il faut éviter que ça mène à le développement de plus de terres. Donc, c'est vraiment un incentive économique qui opère à l'échelle individuelle, non pas à l'effet global. Donc là, il faut aller interagir avec les individus et s'assurer qu'ils ne vont pas développer plus de terres maintenant qu'ils ont une productivité plus élevée sur la terre qu'ils ont déjà. OK. En terminant, avant de passer, excusez-moi, là, parce que le temps file, je sais que tout le monde veut dire plein de choses, c'est super intéressant. Puis bon, on est encore pris avec un manque de temps, puis on a 1 heure pour parler. Bon, voilà. Ça revient toujours. Il faudrait trouver une application pour allonger le temps durant les discussions. Ça, c'est pas encore, l'IA n'est pas encore là. Rapidement, en terminant, avant de passer à Samy, j'aimerais que vous nous expliquiez, Joanne, en quoi est-ce que l'intelligence artificielle vous permet de réaliser des choses qui auparavant n'étaient pas possibles de réaliser dans ce projet-là particulier? Donc, nous, on utilise beaucoup la science des données pour pouvoir analyser les données, par exemple, au niveau de traçabilité, parce que parfois, il y a des trous dans les données, donc il faut pouvoir les remplir bien en faisant la prédiction sur ces trous-là. C'est un, puis l'autre, au niveau de l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, ça nous prend des outils de la recherche opérationnelle. Donc, par exemple, là, on travaille sur les enchères combinatoires
pour pouvoir proposer des bons appariements entre des petits producteurs qui souvent sont petits et nombreux. Donc, il faut pouvoir faire des appariements en groupe, donc combinatoires, faire des appariements entre eux et les acheteurs. Donc, ça nous prend des outils de recherche opérationnelle pour faire ça. Très intéressant, ça. J'aime beaucoup la variété des approches dont vous nous parlez cet après-midi. Ça montre en tout cas justement toute la capacité d'adaptation aussi de la recherche quand on peut rajouter de la multidisciplinarité dans la chose. On y reviendra tout à l'heure. On va maintenant passer à vous, Samira, pardon. Samira, vous allez nous expliquer votre projet qui est une manière de prédire des nuées de criquets. Je comprends très mal comment vous pouvez réussir à faire ça. Expliquez-nous comment ce projet-là fonctionne. So yeah, as you mentioned, it was. Vous avez mentionné, It was a very c'était ambitious thing that we decided quelque to chose do de ambitieux que nous avons décidé de faire. C'est one of my master's un de students mes approached me étudiants à la maîtrise qui m'a approché from Amy is a de school Amy, in for qui est machine une learning in école Africa. une école en So Afrique. we've decided to Alors, nous avons not a décidé pure machine learning approach for d'avoir prediction. une approche Others père mentioned the machine pour problem was l'apprentissage. D'autres ont data. mentionné que le problème In that était case, les the data données. we Dans ce got cas, les was données was not que really nous avons obtenues sensor n'étaient pas data or vraiment something like that. It was des données de senseurs, c'était daily reports that the des rapports farmers quotidiens que send les to FAO, fermiers which is the envoient organization. à And FAOS, qui est so une we organisation alimentaire, we et downloaded several nous sources of avons data. téléchargé But still, this diverses sources de sparsity was données. a problem, and La we could diversité not est un find problème. other sources of data that Nous we ne pouvions pas could trouver d'autres correlate sources de well. données So that was one of qui the biggest corrélaient bien. challenges Alors, we had. c'était un des plus So grands défis que nous avons eventually, we eus. managed to get some Éventuellement, data nous avons obtenu des données from NASA that was de public. NASA We found qui a étaient lot of publiques, correlations, so we et nous avons put trouvé all beaucoup de those things corrélations. Alors, together. nous avons rassemblé toutes At ces the end, choses. mixing is Et à la usually fin, some sort of a challenge. le mélange de tout cela est un peu un défi. We could predict for 1 month On in pouvait advance. prédire pour un mois à Reliably. It's l'avance not that much de manière reliable, but fiable. still Ce for n'est pas sure si early fiable, mais warning encore and purely based un on genre machine learning without any cost. d'avertissement It was basé sur l'apprentissage machine probably a good était outcome. un bon résultat. That's yeah. So I'm Oui, aware that alors there are probably other je suis companies consciente that qu'il y a d'autres compagnies qui sensors applications given to ont the des farmers applications for par collecting more sensor, data. même That is avec something des that fermiers we qui probably colligent davantage de données. C'est probablement quelque chose que l'on pourrait améliorer. yeah, that's, Mais voilà, c'est... C'est intéressant. Vous avez mentionné que vous êtes quand même capable de trouver des corrélations qui sont assez fortes et vous dites que vous êtes capable de prédire, si j'ai bien compris, un mois en avance. Donc, vous êtes... mais bon, on le dit souvent en science, hein, correlation is not causation. Comment vous arrivez à faire tasser l'aiguille de la corrélation vers la causalité? Est-ce que vous êtes capable de aller vers là? Yeah, Oui, like if I want to go so much in si details, je is that veux aller dans le it's détail, c'est que this kind of things that c'est you ce genre de choses que combine vous different sources of data combinez from, différentes sources de let's say, données, par from exemple climate, du climat, from food. de l'alimentaire, What we witnessed is mais that some of ce the que nous data avons sets vu, c'est que combined certaines would des ensembles de données se combinaient avec prediction of réduisaient la the storm attack. prédiction de So l'attaque des it does nuées. not Alors, mean that this cela ne affects signifie pas que the task, but it means that ça nuit à la tâche, mais either que the data is not enough ou or les the données way we align them is very ne sont difficult. pas So la manière dont on l'aligne, c'est in plus general, I difficile. think like En général, je this crois kind of que predictions are not very ce accurate, genre but de it just gives a prédictions warning ne sont to pas très exactes, mais people that c'est can pour donner un avertissement aux gens prepare for harvesting a bit pour in qu'ils puissent advance, that préparer aux récoltes un peu en they'll know, avance, okay, there's a chance that in que oui, il y a une they chance take care of their crops. qu'ils peuvent I don't remember the prendre soin de exact leur récolte. statistics, but I Je think ne me during souviens pas des attacks statistiques exactes, mais je crois qu'avant chaque attaque, ils they prennent food of ils 300,000 endommagent people. les aliments de 300 000 personnes. Alors, c'est un assez gros enjeu dans certaines régions de l'Inde et de l'Afrique. La nourriture de 300 000 personnes, mais dans un petit territoire, là, ce que vous nous dites, c'est pas des très grands territoires. C'est quand même assez précis, le lieu où vous êtes capable de faire des prédictions? No, Non, c'est... they usually attack a whole city, so
ils attaquent absolument toute une ville. Cette échelle, c'est cette échelle. Yeah, that La nuée est assez very grosse que fast si vous devez euh, Mhm. prendre une image, vous ne pouvez même pas les observer. Nous n'avons pas utilisé les images satellites, on ne pouvait pas trouver. Le problème est que c'est en quelque sorte, ils ne sont pas, ces données ne sont pas étiquetées, ne sont pas données. Alors, c'est beaucoup de travail, ça a été beaucoup de travail en utilisant la maîtrise à terminer ceci à la fin. Je dirais que ce n'est pas quelque chose qui peut se rendre en production, mais c'était la première étape à démontrer que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine peut aider. On peut voir des swarms de locusts, des nuées de criquets dans des images satellites. Ouais. Ah ouais, c'est de cette ampleur hein, quand même. Yeah, so one reason Oui, alors une raison que j'ai fait cela, c'était parce que je suis du nord de l'Iran et nous avions des attaques de nuée dans la ville une fois. Alors, c'est une grande chose dans certaines régions, c'est vraiment... Et il n'y a pas de manière de les arrêter. Lorsqu'ils commencent, il n'y a aucune manière de les arrêter. C'est des millions et il n'y a pas de technologie pour les arrêter. La seule chose qu'on peut faire, c'est de les prédire. Et ce genre d'attaque pourrait dépendre sur le changement climatique parce que lorsqu'il y a des cyclones, il y a de l'humidité et ils deviennent activés pour commencer. Ouais, puis manifestement, ça fait longtemps que ça existe. C'était une des 7 plaies d'Égypte, si ma mémoire biblique est bonne. Et encore aujourd'hui, on en a encore beaucoup. On va parler maintenant de la question de la multidisciplinarité parce que c'est une chose d'avoir de beaux ensembles de données bien nettoyés avec des algorithmes qui sont bien designés pour ces données-là dans une discipline. Puis là, on est capable de faire souvent des miracles avec ça. Mais quand on rajoute des couches de complexité, comme par exemple la notion de multidisciplinarité, c'est là que ça devient justement un peu plus justement complexe à arrimer toutes ces choses-là. J'aimerais qu'on revienne à vous, Élie, que vous nous expliquiez en quoi justement en fait, qu'est-ce que la multidisciplinarité vient jouer dans votre recherche? Quels sont les avantages et quelles sont les difficultés aussi inhérentes au fait de jouer avec différentes disciplines dans un même projet? Merci Mathieu. Donc, je dirais que la multidisciplinarité est vraiment au cœur de nos projets de recherche. J'oserais même dire que la réalisation de ces projets est voire impossible sans une équipe multidisciplinaire où chaque personne va apporter son expertise. Donc, dans mon cas, par exemple, tous les projets qu'on commence dans un contexte clinique où on a besoin des données patients, que ce soit l'électroencéphalographie ou d'autres données, puis après, on passe au niveau, donc on revient au laboratoire pour analyser ces données avec différents types d'algorithmes, etc. Puis je dirais en termes d'enjeux dans un contexte multidisciplinaire, c'est de réussir à parler le même langage, spécialement quand on vient de formations assez différentes. Par exemple, dans votre cas, ça ressemble à quoi les différentes formations qui se rencontrent? Qui se rencontrent. Donc, on a des gens en ingénierie, on a des gens du côté médical, donc médecine, neurosciences, des gens en informatique, infirmiers, infirmières, techniciennes EEG ou techniciens EEG. C'est très large. C'est très large, exactement. Ouais. Puis, mais je dirais que ceci n'est plus... je suis optimiste là-dessus. Je suis content que c'est plus vraiment un enjeu majeur à Montréal grâce à la curiosité scientifique de notre belle communauté. Puis, je suis vraiment content de voir que, par exemple, au sein de mon équipe, il y a des étudiants en médecine qui m'approchent pour apprendre à coder et développer d'algorithmes et des ingénieurs de l'autre côté qui veulent faire une formation en neurosciences pour donc apprendre sur le fonctionnement du cerveau, etc. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que cette sorte de pollinisation croisée va créer des futurs scientifiques capables de travailler optimalement de façon dans un contexte multidisciplinaire. Très intéressant ça, de voir en tout cas la volonté des chercheuses et des chercheurs à vouloir surmonter souvent les différences même de nomenclature entre les disciplines, les objets aussi de recherche qui ne sont pas les mêmes. Joanne, en quoi est-ce que la multidisciplinarité est quelque chose qui vous aide et quelles sont les difficultés aussi qui viennent avec le fait d'avoir à jongler avec différentes disciplines au sein d'un même projet?
Oui, donc je pense que nous, le travail est vraiment de nature interdisciplinaire. Donc, il faut travailler, on essaie de travailler ensemble et intégrer des méthodes pour pouvoir résoudre un problème en intégrant les méthodes plutôt que d'approcher le problème avec chaque méthode en soi. C'est qu'on essaie d'intégrer et donc sortir des insights de là. Donc, nous, en effet, le projet de PEMPEM a émergé vraiment de la recherche interdisciplinaire pour commencer. Donc, c'est en combinant les méthodes de la recherche opérationnelle, des économies de développement, des sciences de l'environnement, etc. Donc, c'est en combinant ça. Et puis, en fait, moi, mon doctorat était vraiment dans un programme interdisciplinaire. C'était explicitement interdisciplinaire, Ah qui est ouais. vraiment rare. Je pense que c'est une exception. C'est un doctorat qui a été offert à l'Université de Stanford aux États-Unis. Et puis, je suis contente de parler plus sur comment ça a changé le curriculum et pourquoi, pour moi, c'était vraiment important. Mais je pense que sans l'intégration, sans ce genre de formation où j'ai appris sur les approches différentes des disciplines différentes, j'aurais jamais commencé le projet de PEMPEM. Par exemple, le travail terrain qu'on fait dans les pays en voie de développement, c'est une approche qui vient fortement des sciences d'environnement, des sciences des économies de développement. Mais en même temps, pour pouvoir optimiser les chaînes d'approvisionnement et avoir l'approche technologique qu'on a, ça vient plutôt de la recherche opérationnelle et de la science des données. Donc, pouvoir intégrer les approches des deux streams scientifiques, si on veut. C'est ça qui a donné l'idée de PEMPEM et qui a pu ce qui a fait qu'on a pu développer une approche qui est innovante, qui est nouvelle pour résoudre ce problème. Puis, ça, c'est juste à grande échelle, un peu conceptuel. En spécifique, je peux vous parler d'un projet vraiment micro sur lequel on travaille maintenant, qui est aussi comme comment est-ce qu'on intègre les données des images satellites pour monitorer la déforestation de façon pratiquement en real time avec la science du comportement, le behavioral science. Donc, comment est-ce qu'on intègre ces données des satellites avec une science sur le changement de comportement, tout en respectant qu'il y a vraiment beaucoup de challenges dans les deux. Donc, des satellites, par exemple, sont des images imparfaites. C'est pas real time. On ne sait pas toujours mesurer le stock de CO2 qu'il y a dans les forêts. Donc, si on veut promouvoir l'absorption du CO2 par des pratiques plus durables sur le terrain, ben, ça va prendre une approche plus robuste dépendant des données. Et donc, ça prend vraiment des économistes qui parlent avec les gens qui connaissent le satellite pour savoir c'est quoi les contraintes sur lesquelles on doit opérer et comment est-ce qu'on fait un design de incentives autour de ces contraintes-là. Donc voilà, ça prend vraiment une approche interdisciplinaire où les gens se parlent mutuellement, reconnaissent ces approches différentes et contraintes différentes pour pouvoir résoudre un problème ensemble. Très intéressant ça, de voir que vous avez aussi, vous vous êtes orienté dans ce domaine-là dès votre doctorat avec cette approche déjà multidisciplinaire. Samira, dans votre cas, dans votre recherche, dans ce que vous avez monté comme projet, en quoi est-ce que la multidisciplinarité, décidément, c'est pas facile à dire, a joué un rôle? Qu'est-ce que ça a voulu dire dans votre programme? Alors, je veux dire, dans un projet des nuits, ça a bénéficié beaucoup d'un de mes collègues qui a étudié la physique pour la compréhension des données climatiques. Dans le passé, j'ai travaillé aussi avec beaucoup sur le climat, sur les données climatiques, comme des ouragans pour le pistage. C'est définitivement important. Si quelqu'un a seulement le contexte de l'apprentissage machine, c'est difficile pour eux de comprendre la formulation du problème serait la première étape, les principaux enjeux. Vous pourriez attaquer le problème d'un angle, ce n'est pas correct. Alors, c'est important de comprendre quel genre de données sont correctes ou les rechercher. C'est un peu comme je travaille principalement dans le renforcement de l'apprentissage. Cela s'auto-corrige toujours. Alors, nous développons quelque chose, nous avons besoin de leur rétroaction pour l'améliorer. Alors, il y a suffisamment d'itération pour que ça se transforme en produit. De ces jours-ci, je ne suis absolument pas. Je me suis déplacé vers l'intelligence artificielle agricole avec diverses compagnies. Alors, cela, j'ai trouvé davantage plus aidant parce que on peut communiquer mieux, on peut parler des senseurs, on peut parler de ce que nous avons besoin. C'est la meilleure approche. Alors,
Oui, je voyais, J'espère Joanne, vous vouliez réagir à ça? Oui, je voulais dire, pour moi, ça résonne vraiment, c'est vraiment le point important pour moi en interdisciplinarité, c'est que, donc une chose que je trouvais vraiment intéressante dans le doctorat, c'était qu'on avait un cours qui regardait c'est quoi la difficulté avec l'interdisciplinarité. Et ça vient, entre autres, de différentes épistémologies dans différents domaines. Je Ouais. pense que c'est exactement ça dont parle Samira, c'est que différents domaines ont différentes épistémologies. Donc, un anthropologue va voir, quand on pose la même question à un anthropologue, à quelqu'un qui est un chercheur opérationnel, à un économiste, ils vont approcher la même question de façon complètement différente. Ouais. Donc, quand on met ces gens-là dans la même salle pour approcher le même problème, bah, souvent, ça crée comme la divergence de façon naturelle parce qu'on a été formé de façon différente avec des épistémologies et donc des approches différentes. On a le positivisme en économie et on a l'interprétivisme en anthropologie. Puis, ce sont des approches qui sont top-down versus bottom-up. Donc, il faut avoir comme cette ouverture d'esprit, cette reconnaissance qu'on a des approches différentes et essayer de focaliser sur le problème at hand et voir comment on peut leverager, si on veut, ou bâtir sur les approches qui existent. Mais c'est ça, je voulais juste comme renforcer ce point-là en donnant comme de la structure à ça. J'aimerais peut-être en terminant, juste avant d'aller aux questions du public, parce qu'on en a quelques-unes, là, vous entendre à tour de rôle sur la question, parce que je crois que à la fois Samira et Joanne, vous me corrigerez si je me trompe, mais vous devez faire face à certains problèmes qui se ressemblent, c'est-à-dire que vous devez compter sur des données qui proviennent de gens qui n'ont pas nécessairement, disons, de facilité à travailler avec les applications, les appareils électroniques, la qualité de la donnée que vous allez chercher, par exemple, avec les participants, que ce soit des agriculteurs, des gens qui sont dans les petits villages, comment est-ce que vous réussissez à construire, disons, un ensemble de données de qualité à partir d'une base qui semble être, a priori, disons, assez hétérogène? Qui veut répondre? Peut-être Joanne et après Samira? Oui, avec plaisir. Donc, puisque vous parlez de hardware aussi, là, c'est un cas intéressant parce que nous, à un moment, on appelle dans des régions, comme je disais, qui sont vraiment très rurales ou très lointains. Puis souvent, les données sur même les routes n'existent pas. Les routes numérisées ne sont pas bonnes. Google n'est pas bon. OpenStreetMap n'est pas bon. Donc, quand on veut optimiser ces routes-là, même là, on a comme un problème de données. Donc, vraiment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des trackers GPS sur les camions des gens qui utilisent PemPem pour pouvoir essayer de numériser un peu mieux les routes pour pouvoir avoir des meilleures données pour pouvoir optimiser ces chaînes-là. Puis même là, on avait les trackers super robustes. Puis même là, on a comme des trous dans les données, comme quand il fait comme particulièrement chaud, par exemple. Puis c'est que même dans des conditions extrêmes là même le hardware, là, ça s'interrompt. Donc, ça prend des nouvelles approches qui sont plus robustes par rapport à des données qui sont plus scarce, qui sont plus sparse. Donc, on a par exemple Appic qui est maintenant en version working paper qui s'en vient, qui regarde justement comment est-ce qu'on utilise ces données-là pour pouvoir, comment est-ce qu'on augmente les méthodes que par exemple Google utilise pour créer les cartes, comment est-ce qu'on les augmente pour pouvoir avoir des bons résultats dans des situations où c'est plus scarce. Et puis, ça prend comme des algorithmes un peu différents pour pouvoir le faire bien. Ça, c'est un exemple. Dans l'autre contexte, juste rapidement, quand les gens rentrent des données dans PemPem, par exemple, on s'assure que quand ils rentrent des données, c'est dans leur avantage que ce soit bien entré. Et ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est que dans PemPem, chaque transaction qui est transigée, il y a deux parties là-dedans qui vérifient que les données dans ces transactions sont correctes. Puis après, en plus, maintenant, depuis janvier, les paiements sont faits de façon numérique. Donc, du coup, on a maintenant une couche en plus de vérification sur les données. Donc, on bâtit à travers les couches pour les améliorer. Hey, c'est gérer vraiment la complexité à tous les niveaux, hein, faut le dire. Samira, et on va aller aux questions du public tout de suite après. En quoi est-ce que le fait que vous avez à travailler avec des gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec les technologies, ça amène une difficulté dans la collecte de vos données? Yeah, so I can't say that I did not. Je ne peux pas dire que c'est une question que j'avais en tête plus tard. Je n'ai pas eu la chance d'interagir étroitement avec ces gens. C'est un enjeu que c'est vrai que nous
faisons de la recherche interdisciplinaire, mais certains des chercheurs n'ont pas la chance on n'a pas la chance de leur parler. Par exemple, des fermiers ou des gens qui rapportent ces choses. Et bien sûr, les données qu'ils entrent sont juste, certains envoient des messages textes simplement aux organisations alimentaires pour faire le suivi. Je présume que ils ont beaucoup de scientifiques de données pour nettoyer ces données. Lorsque nous téléchargeons une table, par exemple, de leur site web, ça a déjà été pré-traité, mais encore, ce qui manque, ce n'est pas dans il n'y a pas de, ce n'était pas comme une série minutée. Certes, un autre problème que je trouve, c'est que si, par exemple, vous voulez utiliser l'apprentissage machine pour des désastres, par exemple, vous voulez prédire des désastres dans des régions, et alors ce désastre pourrait être si spécifique à cette localité que les données qui proviennent, ça peut être quelque chose causé par un cyclone, mais le cyclone vient d'une autre région. Alors les données ne s'appareillent pas dans la même. Alors ce sont toutes des choses, beaucoup de ces conceptions de l'apprentissage machine que les gens doivent tenir compte. Probablement que beaucoup est sous-estimé. Si vous avez un étudiant la première année, c'est juste pour lire les données. Alors, c'est quelque chose que je trouve qui est un grand défi. Samira, il nous reste à peine 10 minutes. On va aller aux questions du public maintenant. C'est une question pour Réli. C'est Adnan Ben Khalifa qui la pose. Merci, Adnan. Bonjour. Est-ce que la prévision se fait en fonction des données du patient en question? Si c'est le cas, on sait que les crises ne sont pas si fréquentes. Est-ce que ça arrive des fois que si des patients, disons, pas eu beaucoup de crises, vous n'avez pas beaucoup de données justement à partir de ce patient-là? Est-ce que c'est une question qui a du sens, selon vous? Oui, merci pour cette question. En fait, ce que je voudrais clarifier par rapport au projet de prédiction de crise, c'est que notre population cible, c'est des patients atteints d'épilepsie réfractaire. Donc, il y a des patients qui ne répondent pas aux médications, puis qui continuent à avoir un nombre relativement élevé de crises, donc invalidants. Donc, ils en ont déjà là, beaucoup. Exactement. Donc, ils ont des crises d'épilepsie. Mais ça reste un défi car il y a une sorte de disparité des ensembles de données. Donc, relativement, c'est des événements rares. Même s'il arrive, les crises, comparées aux périodes sans crise, donc c'est des événements rares qu'on a des crises d'épilepsie. Mais il y a une littérature donc à cet égard, comme par exemple du suréchantillonnage, sous-échantillonnage. Parfois, on va pré-entraîner un modèle qui va fonctionner comme donc sur une plus grande population, puis après, on va faire ce qu'on appelle subject specific pour ce patient. Donc, on va faire une sorte de... on va réentraîner ce modèle sur une partie des données du patient en question. C'est une bonne question. C'est un défi, mais donc il y a des façons à répondre à ces défis-là, heureusement. Merci. Maintenant, une question d'Étienne Le Pironec qui est destinée à Joanne. Joanne, comment vous faites pour gérer l'incohérence des données saisies manuellement dans votre base de données? Vous parliez d'amélioration de la donnée. En quoi cela consiste concrètement? OK, donc pour les données saisies manuellement, je pense que j'ai répondu comme juste tout à l'heure, on cross-check de plusieurs façons. Donc, quand quelqu'un entre les données manuelles, il y a l'autre personne dans la transaction qui vérifie que la transaction est correcte. Puis maintenant aussi, en top, on a rajouté la transaction digitale, donc digital payment, pour pouvoir vérifier aussi les montants. En plus de ça, on a aussi, par exemple, les données GPS qui nous permettent de vérifier la localisation des gens, etc. Donc, on utilise tous les données méta, en fait, si on veut, pour pouvoir vérifier les données manuelles. Donc, voilà. Puis, amélioration des données, je ne sais pas en quoi ça consiste. On ne fait pas d'amélioration de données. Je pense que peut-être ce à laquelle Étienne fait référence, c'est que quand on a des transactions qui manquent, par exemple, pour faire la traçabilité, dans la chaîne informelle, c'est à peu près impossible de croire qu'on va avoir 100% de traçabilité. C'est une question de savoir combien on va pouvoir atteindre, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'estimer pour, disons, si on a 80% de traçabilité, pour les autres 20% qui manquent,
qu'on n'arrive pas à savoir d'où ils viennent. Est-ce qu'on peut prédire d'où ils viennent sur base des données qu'on a pour les 80%? Donc, c'est vraiment c'est plus ça qu'on fait. Une autre question pour vous, c'est Laura Galliano qui nous l'a fait parvenir. Est-ce que les données des régions tropicales sont sauvegardées sur des serveurs au Canada? Si oui, est-ce qu'il y a des défis légaux attachés à cette collecte des données? C'est intéressant, ça, de voir l'aspect légal derrière ça. Vous riez, ça a dû faire partie de vos questionnements, oui? Oui, oui, donc c'est compliqué de... Il y a beaucoup de... On pourrait parler d'une heure complète, je pense, sur comment gérer ces affaires légales dans les deux pays, dans un sujet qui est l'inégalité, informalité, tout ce qu'on veut. Ouais. Donc là, au niveau du règlement, on a les données sont sur les serveurs en Indonésie et à Singapour. Donc voilà, on peut en parler pourquoi là. Je pense que ça dépend des cas. Et je pense qu'l'Indonésie est un pays spécifique qui a ses propres challenges, ses propres règlements. Mais je veux dire aussi qu'en général, d'ailleurs, sur ce sujet-là, je pense que si on regarde c'est quoi le défi principal avec la technologie et l'IA pour des communautés vulnérables, c'est que souvent, eux, ils sont sceptiques de la technologie. Ils sont sceptiques de ce que la technologie peut leur apporter parce qu'ils savent qu'ils sont vulnérables et ils veulent pas qu'on les exploite. Donc, des données GPS, par exemple, ça fait peur aux gens qui sont dans des régions qui sont lointains et qui sont souvent informels. Donc, c'est sûr que c'est tricky, le légal, mais je dirais c'est aussi la perception des gens sur le terrain et comment est-ce qu'on gère ça. Et je pense que Samira a parlé un peu de ça. C'est vraiment l'interaction avec l'individu, le fermier, le petit producteur, etc. C'est aussi la rassurance de comment est-ce qu'on utilise leurs données de façon correcte et éthique. Voilà, merci. Écoutez, il nous reste à peine 5 minutes, mais j'aimerais quand même qu'on fasse un petit tour de table. Il y avait d'autres questions, mais malheureusement, on ne pourra pas les prendre parce que je voulais quand même revenir à tour de rôle sur quelque chose, peut-être faire un peu de prospective. J'aimerais que vous nous disiez, vos projets ont l'air chacun quand même assez avancés. Dites-nous, qu'est-ce qui ferait votre bonheur pour, disons, que ça soit encore plus performant au cours des prochaines années? Qu'est-ce qui manque à votre projet pour lui donner encore plus pas de pertinence parce qu'ils le sont tous, mais disons pour qu'ils soient encore plus raffinés, pour qu'ils fonctionnent davantage? Élie, j'aimerais commencer avec vous pour ce tour de table final. On vous donne une baguette magique, là. Qu'est-ce que vous voudriez changer le plus rapidement pour que votre projet soit encore meilleur? Encore mieux. Donc, nous dans notre cas, c'est un peu confusant car j'ai parlé de plusieurs projets, mais je dirais que le plus important, c'est les données, puis avoir plus de données donc structurées spécialement quand on parle de données dans un contexte hospitalier. Donc, organisation de données, plus de patients donc, qui participent à nos projets. Donc, le plus important, comme la baguette magique, je dirais, c'est les données. Les données structurées pour ne pas tarder beaucoup. Merci. Samira, on vous donne une baguette magique et vous améliorez quelque chose du jour au lendemain dans votre projet. Qu'est-ce que vous voudriez améliorer tout de suite? Je crois que beaucoup de gens ont parlé que nous avons besoin de davantage de données, mais définitivement, on a toujours besoin de plus de données, mais j'aimerais voir ce que je fais a été utilisé. Alors, j'aimerais voir quel usage les autres gens font. J'aimerais voir la rétroaction. Je sais que c'est difficile d'avoir quelque chose proposé scientifiquement ou écrire un document et que ça devienne un produit que les gens utilisent. Donc, de la donnée, du feedback, c'est intéressant parce que c'est dans des endroits où c'est très difficile, la pénétration numérique est plus difficile à réaliser. Et je vous laisse, disons, le mot de la fin, Joanne, sur ce que vous changeriez le plus rapidement possible pour que votre projet soit encore meilleur. Qu'est-ce que vous feriez? Je suis d'accord avec les données. Je pense qu'il y a aussi l'amélioration des technologies, par exemple, les technologies satellites, surtout dans les régions tropicales où, par exemple, on a des problèmes d'eau, etc., qui font que tout n'est pas toujours clair à partir des satellites. Et puis, troisièmement, je vais rajouter le talent. Donc, aussi des gens talentueux qui veulent appliquer leur passion à résoudre ces problèmes-là et qui ont l'ouverture d'esprit de faire ça ensemble avec d'autres gens qui viennent de différentes disciplines. Et je pense que ça prend le talent et cette passion-là de vouloir résoudre des problèmes. Donc, les jeunes qui veulent travailler là-dessus, ils sont les bienvenus. Puis, je pense que c'est ça aussi qu'on recherche, dont on a besoin. J'aime beaucoup le portrait que
ça brosse ce que vous nous venez de nous dire, de la meilleure donnée, des rétroactions, du feedback et du talent. Ça ouvre en tout cas vers plein de nouvelles perspectives et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de vulgariser ça. Je sais que ce n'est pas facile quand ça fait des années qu'on est sur un projet puis qu'on est dans le détail et qu'il faut maintenant prendre un regard macro pour venir en parler à des gens. Vous l'avez très bien fait. Merci pour votre passion. Merci aussi pour ces projets respectifs-là. Effectivement, quand on parle de AI for Good, je pense que chacun de votre côté, ces projets-là peuvent loger à cette enseigne. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Ça a été un grand plaisir d'en discuter avec vous. Élie Bouassi du CHUM, Joanne de Zeger de PEMPEN, ainsi que Samira Kaou du MILA. Merci pour votre temps, merci pour vos explications, puis au plaisir d'en rediscuter, j'espère, très bientôt avec vous en présentiel. Merci.